tu vas investir pour ta propre utilisation. Ok, tu peux calculer une rentabilité en cas de revente, mais la revente, elle reste théorique. Tu revends aujourd'hui ou tu revends dans 30 ans? Qu'est-ce qui fait plaisir aux propriétaires? Parce qu'il y a certains propriétaires qui viennent nous voir, eux veulent dire non, moi je veux aller plus loin. Au lieu d'avoir un D ou un C, je veux un A. Les immeubles sont différents, les individus sont différents et les travaux sont différents. On est un des pays au monde où il est le plus difficile d'avoir le droit de construire. Parfois, c'est en faisant des petites choses qu'on arrive à faire des grands pas. Parfois, il suffit juste de faire une isolation périphérique, de changer le mazout en pompe à chaleur, et la messe est vite dite, on passe d'un G à un D. Les rénovations énergétiques, elles garantissent le maintien de la valeur à l'avenir. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Estimé à 228 milliards, la rénovation énergétique des bâtiments coûte cher et n'est pas rentable. Près d'1 million d'habitations devront être rénovées en Suisse d'ici à 2050. La rentabilité de ces investissements dépend fortement de l'attractivité économique de la région concernée. A priori, ça sert à rien de rénover. On a ici un article du Temps qui date d'il y a maintenant à peu près un mois et demi. J'ai la chance d'en débattre aujourd'hui avec Emmanuel von Grafenried et Romain Nicot, associés chez Ben Conseil du groupe Bernard Nicot. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Edouard, merci de l'invitation. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Effectivement, ça c'est les headlines, ça attire l'œil, c'est catcheur. Mais en réalité, c'est sûr que l'urgence climatique, ça représente à la fois le plus grand défi puis la plus grande opportunité actuelle du marché immobilier. Et non, rénover, c'est rentable. Ce qu'il faut, c'est étudier, je dirais, un peu plus en détail ce qui a été vu dans cette étude. Et on a pris dans cette étude tous les bâtiments de Suisse qui étaient encore au mazout, d'accord, au non renouvelable. Et puis, en réalité, on a tout mis dedans. On a mis les appartements PP, on a mis les maisons, puis on a mis les immeubles locatifs. Et pour chacun de ces immeubles, estimer la valeur de l'immeuble, ce n'est pas la même méthode, on ne le fait pas de la même manière. Et donc, estimer quelle est la valeur verte de cette rénovation doit être pris d'une façon différente. Donc, je pense qu'ici, on a tout mis dans le même panier pour en tirer des grandes généralités. En tout cas, c'est ce que les médias proposent dans les headlines. Mais maintenant, il s'agit d'aller vraiment en détail en prenant les typologies de biens avec les utilisateurs et les investisseurs qui se trouvent derrière. Et pour tout en chacun, il n'y a pas les mêmes intérêts, il n'y a pas les mêmes enjeux. Et au final, on se rend compte qu'on soit propriétaire d'une maison, d'un appartement ou propriétaire d'un immeuble locatif, il y a un intérêt à aller dans un sens de la rénovation, si ce n'est qu'en plus ça va devenir obligatoire. Donc je dirais qu'il faut maintenant se prémunir de ces nouvelles lois et de ces obligations, et toute attente est un risque qui augmente. Bien sûr, moi j'ai relevé quelques chiffres, hein. Peut-être qu'on peut les commenter dans un instant, mais c'est des chiffres qui ressortent de l'article, hein, et puis de ce qu'on trouve sur l'EFS. En gros, en Suisse, aujourd'hui, on a 1,8 million de bâtiments à usage d'habitation. 931 000 bâtiments sont encore équipés de chauffage à mazout, de gaz de ville ou de chauffage électrique, soit 62% des bâtiments. On a donc un investissement estimé à 228 milliards de francs pour la rénovation globale du parc. Pour une maison individuelle, Wüst Partner nous dit que c'est 131 000 francs de rénovation énergétique pour une maison. On perdrait en tant que propriétaire 12% de valeur, hein, par rapport à la plus-value qu'on réalise sur l'opération, hein, en investissant ces travaux. Et pour un appartement, c'est pire encore, c'est 24% de perte. C'est quoi la solution? Où est-ce qu'on en est? On a quelques points clés aussi également qu'on retrouve dans l'article, hein, qui sont du coup ces coûts élevés pour rénover. On parle aussi d'obstacles administratifs qui sont importants, hein, aujourd'hui pour faire des rénovations. On parle de situation. A priori, c'est important aussi pour savoir si ça vaut la peine de faire ces rénovations ou pas. Et puis peut-être que c'est mieux des fois de faire des petites rénovations à la place de faire des rénovations complètes. Voilà. Qu'en pensez-vous? C'est beaucoup d'infos d'un coup. Ouais, j'allais dire, il y a beaucoup de questions. On va essayer de les prendre point par point, et puis si on nous l'oublie, tu reviendras. On étudiera aussi, je pense, après, peut-être le cas spécifique de l'immeuble de rendement. Mais d'abord, prenons un petit peu les autres. Dans le cas de la maison individuelle, si tu la rénoves, c'est difficile à mesurer la rentabilité, parce que finalement, si on compare ça à un actif qui va générer de la valeur de ses revenus, si tu fais des travaux énergétiques, ils vont être compensés à 100%
dont la plus-value que tu pourras réattribuer à tes loyers. Donc, tu vas d'une certaine manière pouvoir calculer puis t'y retrouver. Dans la maison individuelle, surtout si c'est un logement propre, ben, tu vas investir pour ta propre utilisation. Alors, comment tu vas calculer ta rentabilité par rapport à ça? Ok, tu peux calculer une rentabilité en cas de revente, mais la revente, elle reste théorique. Tu revends aujourd'hui ou tu revends dans 30 ans? Dans 30 ans, si les prix de l'immobilier continuent à augmenter comme maintenant, bien évidemment qu'un actif qui aura subi une rénovation énergétique, mais donc aussi une rénovation, je vais y venir, eh ben, tu auras consolidé sa valeur et puis techniquement, ce sera intéressant de le revendre plus tard en ayant effectué ces rénovations. Et potentiellement, tu auras vécu dedans et tu auras eu moins de charges, moins de consommation d'électricité, moins de consommation de chauffage, potentiellement plus de confort aussi. Il ne faut pas oublier que la rénovation énergétique, c'est aussi pour l'utilisateur, pas seulement une réduction des dépenses, mais c'est aussi clairement un confort au niveau de la qualité de l'air et puis au niveau de la qualité thermique. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en relation quand on parle d'une maison et puis un arbitrage de se dire est-ce que je fais ma rénovation, est-ce que je ne fais pas. Et puis en plus de là, il y a une question de conviction du propre propriétaire qui est encore plus importante. Je dirais peut-être pour un propriétaire d'un actif immobilier qui génère de la valeur, donc un immobilier de rendement, on pourrait presque se sentir détaché d'une certaine manière, on n'y est pas tous les jours. Quand on habite chez soi, peut-être on a envie d'avoir un appartement ou une maison qui va refléter une valeur ou des valeurs propres à chacun. Donc ça c'est pour la villa individuelle. Mhm. Romain, tu voulais dire Moi j'aurais peut-être envie de dire un petit peu aussi, au niveau de l'immeuble de rendement, on parle toujours de travaux, mais c'est quoi des travaux? Je veux dire, c'est très vague, hein. Il y a travaux plan A, travaux plan B, travaux plan C. Qu'est-ce qu'on fait chez Ben Conseil? Justement, on étudie quelle est la meilleure solution pour un problème donné. Alors, et d'ailleurs, Edouard, tu l'as dit très clairement, parfois c'est en faisant des petites choses qu'on arrive à faire des grands pas. Parfois, il suffit juste de faire une isolation périphérique, de changer le mazout en pompe à chaleur, et puis de faire deux ou trois autres petites choses au niveau de l'étanchéité d'une dalle. Et la messe est vite dite, on passe d'un G à un D. Ce n'est pas toujours le cas. Ce qui est aussi important, c'est que là, on parle de la Suisse en général, mais chaque immeuble est différent. Chaque individu est différent et les immeubles, ben, c'est un petit peu comme des individus, hein, comme dirait mon père. Chacun a son propre caractère. Donc, d'une part, les immeubles sont différents et deuxièmement, il y a différents types de travaux. Et donc, ce qu'il faut, c'est étudier qu'est-ce qu'on va faire pour A, se retrouver du bon côté de la loi, B, faire quelque chose qui est intelligent, c'est-à-dire est-ce que c'est rentable ou pas. Et puis C, ça c'est très important, Emmanuel l'a très clairement mis en avant, c'est qu'est-ce qui fait plaisir aux propriétaires? Parce qu'il y a certains propriétaires qui viennent nous voir, on leur propose une solution économique et rentable, mais eux veulent dire non, moi je veux aller plus loin, je veux au lieu d'avoir un D ou un C, je veux un A. Ça arrive aussi. Donc il y a ces trois dynamiques qu'il faut prendre en considération. Les immeubles sont différents, les individus sont différents et les travaux sont différents. Je rajouterais encore une fois, je pense que la maison et l'appartement PPE, on peut les mettre dans une certaine catégorie. Si on parle de transactions, hein, c'est bien, toi Edouard qui donne des cours là-dessus, vont certainement s'évaluer et se vendre sur la base d'une méthode hédoniste. On va regarder le prix au mètre carré dans la région des biens comparables et puis on va être capable d'évaluer le prix de l'appartement PPE ou bien le prix de la maison et puis ils vont être vendus. Ces deux méthodes, la valeur hédoniste, utilise peu, voire pas du tout, l'état de vétusté ou l'état énergétique du bien, bien que maintenant les modèles sont en train de s'adapter, puis on commence à avoir des rankings pour la durabilité. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est pas ce qui fait foi, c'est plutôt le prix d'un location, où on en est, les biens comparables, et puis voilà, je peux vendre ma maison, voilà, je peux vendre mon appartement PPE. Donc, dans cet aspect-là, c'est sûr que la rénovation, elle est pas directement mesurable et elle est plus au terme de l'individu et de l'utilisation propre qu'on en fait. J'ai acheté un appartement, j'ai encore envie d'y vivre 30 ans et ça me plaît, ou pour plus de confort et pour être conforme de vivre dans un appartement ou une maison que j'ai rénovée. Par contre, si on parle de l'immeuble, ça c'est tout autre chose. Et là, il y a vraiment différents KPI qu'on peut étudier, qu'on peut comprendre et puis qu'on peut mettre en relation. Il ne faut pas oublier tout ce qui est subvention, puis il ne faut pas oublier tout ce qui est fiscalité. Et puis, il faut encore se poser la question, qui est-ce qui possède l'immeuble? Est-ce que c'est un privé? Est-ce que c'est un institutionnel? Est-ce qu'on parle d'une rentabilité sur l'opération même de l'actif, qui des fois peut être difficile à porter par un privé?
Ou ça dépend si les loyers sont tous très hauts, que l'immeuble n'a pas été rénové, puis qu'il a été acheté par exemple au prix fort il y a quelques années, ça fait beaucoup de points difficiles à gérer, mais c'est quand même faisable. Ou alors est-ce qu'on est un grand propriétaire et puis là on peut avoir une vision de rentabilité qui n'est pas seulement sur l'actif mais qui est de portefeuille où on va choisir des actifs par année, les rénover et puis regarder une rentabilité globale de l'opération et tout est planifiable. Donc vraiment tout dépend d'un point de vue de où on est, de la fiscalité, des subventions, du canton de la commune, de la situation en centre-ville ou en périphérie, de l'année du bâtiment, est-ce qu'il est classé, est-ce qu'il n'est pas classé, et encore on pourrait rajouter à la complexité là-dessus, y a-t-il un potentiel? Y a-t-il un potentiel de transformation, d'optimisation de l'espace, de changement de bureau en logement ou de surélévation ou d'extension. Ça, c'est tous des paramètres qui vont venir se greffer sur, je dirais, les paramètres de cet immeuble qui vont faire un bon arbitrage et qui vont pouvoir créer des scénarios. Par contre, c'est sûr que c'est extrêmement compliqué à faire et c'est pour ça qu'il y a des entités comme la nôtre où notre job, c'est de mettre en place des rapports 360 degrés de dire voilà l'état de votre immeuble, voilà sa note énergétique, voilà son prix, voilà son potentiel de développement, voilà ce qu'on pourrait développer, qu'est-ce qu'on pourrait obtenir comme valeur locative de ça, comment on pourrait impacter les loyers derrière, puis quelle serait la valeur finale. Et puis de mettre en place des scénarios, puis de proposer ça aux propriétaires fonciers. On nous indique très clairement dans l'article, hein, les associations de propriétaires font part de leurs doutes, mais pour d'autres raisons, ils pointent du doigt les nombreux obstacles jusqu'à l'obtention d'un permis de construire, ce qui dissuade des propriétaires de lancer un projet de rénovation. Est-ce que ça, c'est une réalité en pratique? C'est clair qu'on est un des pays au monde où il est le plus difficile d'avoir le droit de construire. On subit le phénomène not in my backyard, donc tout le monde dit oui je veux, mais pas devant chez moi. Donc c'est sûr, on l'a vu encore dans l'actualité récente avec des référendums sur des projets. On a pénurie de logements, mais on n'en veut plus. Il y a une certaine saturation. Il y a des initiatives qui viennent à vouloir limiter le nombre de personnes en Suisse. Donc il y a vraiment tout un questionnement par rapport à la densification urbaine, par rapport à la densification de la Suisse qui a lieu et qui vient se refléter sur l'immobilier, puisque finalement l'immobilier c'est d'abord le lieu d'habitation de tout un chacun. On a tous besoin d'un logement, on a tous besoin d'habiter quelque part, et puis on est dans une société où on vit plutôt seul, on vit plutôt dans des grands logements. Donc ça force à un étalement urbain, hein, on a envie de dire ça comme ça. Mais par contre, ça se reflète dans la difficulté de pouvoir effectuer des travaux et d'obtenir ces permis. D'où encore une fois maintenant la nécessité d'avoir des gens comme nous qui viennent accompagner en pilotage, qui sont des pros en négociation, qui doivent mettre en place, nous on met en place des stratégies de travaux en site occupé, on met en place des communications avec le voisinage et avec le locataire avant les travaux. C'est toutes des nouvelles méthodes de travaux ou je dirais des méthodologies de travail de du travail de l'existant qui doivent être adaptés et qui n'existaient pas par le passé et qui sont devenus indispensables. Je pense qu'une des clés là-dedans, c'est la communication et l'écoute, parce que finalement, souvent, c'est surtout là-dessus que se pose le débat et on est capable de faire des projets, ça prend un petit peu plus de temps, mais il faut être capable d'écouter ses propres locataires et ses voisins pour trouver des consensus, pas forcément toujours réaliser le maximum, pas forcément toujours réaliser ce qu'on avait prévu exactement de base, mais trouver quelque chose qui s'intègre dans le site. Romain, on nous parle de aujourd'hui, la Suisse rénove 1% du parc existant chaque année. Il faudrait rénover 3 à 4% pour respecter les objectifs climatiques de 2050. On devrait vraiment rénover 3 à 4 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que c'est réaliste? Alors, c'est toujours pareil. Il y a la volonté et il y a la réalité. Je pense que ce qui va se passer, c'est que de toute façon, nous sommes persuadés chez Bain Conseil que la LVLN de Vaud va passer l'année prochaine. Après, est-ce qu'il y aura des révisions? C'est à voir. Il est indéniable qu'il y aura, d'un point de vue théorique, un manque de manœuvre important. Mais une autre chose qui est absolument certaine, c'est que même si on ne fait pas 3-4%, il faut qu'on accélère. Donc on est à 1%, il faudrait au moins qu'on passe à 2, 2,5%. Et si déjà on arrive à faire ça, ce serait déjà pas mal. Après, on verra pour le reste. C'est des spéculations sur la comète. Les politiciens ont des grandes idées, c'est bien, mais après, il y a la réalité qui doit suivre. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est justement d'accélérer un peu cette réalité pour que les choses, les politiciens puissent atteindre leur objectif.
et aussi que ça puisse bénéficier à la population. Il y a aussi l'aspect Euh, économique, l'économie et l'aspect économique qui est en considération. Ça, on va vous en parler tout à l'heure pour vous montrer un exemple d'une rénovation qui montre clairement que dans certains cas, la rénovation est bénéfique. Moi, je dirais ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on y va. Cette rénovation, elle va arriver. Sur Genève, c'est le cas. La Suisse a signé ses accords de Paris. On a un objectif à 2050. Et c'est pour ça que nous, on a le focus là-dessus. C'est sur les immeubles d'habitation. C'est là où finalement la plupart des Suisses habitent. Hein. Oui, dans cette étude, il y a un grand nombre de villas, il y a un grand nombre d'appartements PPE, mais en fait, il y a un certain nombre, on dit, hein, il reste encore des chiffres, je ne sais plus, environ 250 000, quelque chose comme ça, immeubles de rendement hein, qui sont chauffés au mazout ou au non renouvelable en tout cas. Mais en fait, de ces 250 000 immeubles, combien résident d'habitants? Et puis en fait, l'impact, il va être surtout là où les autorités vont vraiment essayer, à mon avis, de prendre là où il y a l'effet de levier maximum, et c'est d'aller rénover ces gros consommateurs qui sont des bâtiments qui ont des grosses chaudières, qui ont des grandes surfaces de façade avec des grandes surfaces de déperdition thermique. Et qui sont aussi des outils financiers souvent. Hein, c'est pas la même chose qu'une habitation propre, un immeuble locatif. C'est un asset, hein, qui est un actif qui apporte un cash flow, et c'est ça qui est étudié. Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant une rénovation, parce que ça, justement, ça va prendre à la fin, une fois que les travaux sont faits, il y aura finalement 3 KPI qu'on va étudier plus en détail. C'est finalement les travaux de rénovation effectués qui sont venus remettre à jour la valeur à neuf par rapport à la vétusté qui s'était dépréciée. Il y a la capitalisation des loyers nets qui va être plus élevée à la fin avec l'impact. Donc, comme c'est un axiome, l'immeuble il vaut ce que ça rapporte, ben, ça va faire augmenter la valeur de l'immeuble. Et puis, après, il ne faut pas oublier le prime ratio, c'est la disposition accrue à payer pour des immeubles qui sont chauffés de manière durable, qui vient maintenant fortement impacter le marché immobilier, où on a vraiment des gens qui recherchent ça. Jusqu'à aujourd'hui, l'immobilier c'était location, location, location. À partir de maintenant, c'est location et note énergétique. Et la note énergétique fait partie du grand combat des négociations, de dire mais pour être à jour avec mon immeuble, combien est-ce que je vais devoir payer pour le mettre au moins en jaune, donc la note D. C'est 1,5 million, bon ben on va déduire ça du prix de vente de l'immeuble. J'exagère, je vais dans les grandes lignes, mais on en est quand même un peu là. Bien sûr, et d'ailleurs, tu fais bien de relever ce point qui est très important, et c'est ce qui a été pris en compte, a priori, hein, par Wüstpartner dans cette étude qui dit que l'attractivité économique joue un rôle clé dans la rentabilité de transformation, puisque l'immeuble vaut ce qu'il rapporte. Effectivement, s'il ne rapporte pas plus après rénovation, ça ne sert à rien de faire les travaux, économiquement parlant. Hein. Et donc, les rénovations de logements locatifs sont d'autant plus intéressantes que le niveau de prix est élevé dans la région. Ça veut dire que c'est plus intéressant de faire les travaux à Zug et Zurich que de le faire à Neuchâtel ou dans le canton du Jura. C'est vrai ça. Il y a l'aspect potentiel. Il y a l'aspect potentiel aussi qui est intéressant. Parce que c'est ça. C'est ça, c'est le potentiel. En fait, réellement, c'est une opération spécifique. Et comme toute opération, c'est une opération financière. C'est une opération financière si l'opération est rentable ou pas. Ça, c'est d'un point de vue économique. Après, il y a tout l'aspect légal et il y a tout l'aspect personnel, comme j'ai déjà évoqué. Mais dans certains cas, l'opération est rentable et dans d'autres, elle ne l'est pas. Mais ce qui est important de dire, c'est quoi rentable? Parce que souvent, en fait, ce qu'on peut arriver aussi comme calcul, c'est qu'elle est neutre. Hein, les travaux qui ont été dépensés sont égaux à la valeur que ça a ajouté de l'immeuble. Mais ça, en fait, en réalité, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'aujourd'hui, c'est un arbitrage entre faire une opération neutre ou subir une perte de valeur. Parce que c'est ce qui va se passer. On est en train de mettre en place des mesures de protection du patrimoine, de la valeur du patrimoine immobilier de nos clients. Et donc, le client qui potentiellement ne fait rien sur son immeuble de rendement, veut le vendre dans 5 ans, par exemple, va avoir une perte que s'il l'avait vendu l'année passée ou maintenant. Tandis que s'il investit, eh ben, il le revendra peut-être le prix plus le prix qu'il aura mis de ses travaux, mais il va s'y retrouver, il va réussir à récupérer l'argent qu'il aura mis, et puis il fera une opération neutre, mais donc au bon prix. Et donc il aura un actif qui sera liquide sur le marché, et pas un actif illiquide.
parce que son bien sera attrayant puisque c'est ce qui est recherché par tous les grands acteurs immobiliers qui maintenant font, surtout les institutionnels qui mènent un peu le pas sur le marché, qui eux ont des lois économiques aussi de finances durables, qui les imposent à mettre en place des chartes de durabilité, qui sont très attentifs à travailler sur la durabilité de leur parc et qui donc sont très attentifs à acheter des immeubles, soit pour tout de suite les rénover, en tout cas les mettre dans un plan, soit pour ne pas acheter d'immeubles qui sont avec des trop gros travaux parce que ça va nécessiter un trop gros travail de leur côté. En fait, tout à l'heure, j'avais parlé d'individus, mais c'est les personnes physiques et personnes morales, en fait, pour juste clarifier ce que j'avais dit tout à l'heure. Bien sûr. Moi, j'ai tendance à me dire, si on prend un cas concret, et je me dis, bon, je suis propriétaire d'un immeuble, de ce que dit l'article, là, on pourrait envisager un plan B, c'est-à-dire une rénovation qui est faible, pas une rénovation globale de tout le bâtiment, mais j'ai un peu le sentiment de me dire, bon, bah, moi, si je suis propriétaire de l'immeuble et que je veux faire des travaux, est-ce que j'ai pas intérêt, notamment pour les questions de subvention aussi, et pour la valorisation de l'immeuble, de faire des travaux complets, c'est-à-dire si je change le chauffage et que j'isole la toiture, bah, autant faire les façades aussi, autant changer les fenêtres aussi. Est-ce que ça, c'est valable ou vraiment c'est du cas par cas et des fois vous arrivez au résultat que bah non, il faut changer que le chauffage sur ce bâtiment, les fenêtres, il ne faut pas toucher, la façade non plus. Ouais. Alors en fait, il est indispensable de procéder à une analyse approfondie pour chaque immeuble. Et oui, on peut arriver à des cas différents à cause de l'immeuble, mais aussi à cause du propriétaire. C'est quoi la vision? C'est où que vous voulez aller? C'est quoi votre objectif? Et puis, il est tout autre. Si vous êtes quelqu'un qui va bientôt faire bénéficier de sa famille de son héritage, et puis que c'est un immeuble patrimonial que vous avez de génération en génération, si c'est un immeuble que vous avez acquis il n'y a pas longtemps, si vous l'avez depuis longtemps, que vous avez beaucoup investi, enfin, tout change. Et aussi par rapport à la fiscalité propre, on est une personne morale, on est une personne physique, tout change. Donc, tout doit être analysé au cas par cas. Par contre, ce qui est important de dire, quand on parle que du chauffage, le chauffage, ça va changer le CO2. Et oui, ça va aller dans le sens des objectifs de la Confédération d'être carbone neutre. Par contre, en termes de note énergétique du CECB, donc le certificat énergétique cantonal des bâtiments, par rapport à la nouvelle loi vaudoise sur l'énergie, il y a plusieurs colonnes dans le CECB, et puis c'est seulement la première colonne qui parle de l'enveloppe thermique du bâtiment qui va devoir être assainie. Et donc, en fait, on peut se dire, tiens, je vais que changer mon chauffage. Par contre, par rapport à la mise en conformité, par rapport à cette nouvelle loi sur l'énergie, ça ne va rien changer du tout. Parce que ce qui doit changer, c'est la déperdition thermique qui se passe au niveau de la façade. Et donc là, on va être obligé de faire des travaux. Et qui dit travaux, d'isolation, en général, dit mise à l'enquête. Qui dit mise à l'enquête, dit mise en conformité du bâtiment par rapport aux différentes normes qui sont les sécurités incendie, qui sont les sécurités de chute, etc. et qui peuvent entraîner en fait une rénovation globale du bâtiment. Donc c'est à bien anticiper en amont. Et puis, c'est une belle opportunité de bénéficier d'une économie d'échelle, et puis d'avoir un seul architecte, un seul chantier, une seule fois des pertes locatives pendant les travaux, une seule fois des séances de communication avec ses clients, et puis de ne pas étaler des travaux non plus pendant trop longtemps, qui va finalement user les locataires, et puis, ou alors c'est une toute autre stratégie qui est voulue dans cet effet-là. Par contre, c'est intéressant de faire sur plusieurs exercices fiscaux, ça de toute manière, je dirais entre 2 et 3 ans. On peut essayer de mettre une partie dans la planification, une partie pendant le chantier, puis une partie des factures finales après. Comme ça va permettre un étalement des factures, un meilleur impact fiscal, à savoir que tout ce qui est travaux énergétiques peut être aussi étalé pendant plusieurs années. Donc là, il y a différents calculs à faire. En général, on a souvent des fiduciaires avec nous, y compris le banquier, souvent de la famille qui nous accompagne, avec qui on discute et qu'on met en place les plans de ces travaux, mais ça ne doit pas être négligé. On en est où là pour les propriétaires vaudois qui nous écoutent peut-être sur la loi cantonale du canton de Vaud sur l'énergie? Alors la consultation a été effectuée, on attend les prochaines sessions au printemps du Grand Conseil et puis on en saura plus à ce moment-là. C'est quoi les changements majeurs prévus? Vous avez déjà un peu des données à... Alors les changements depuis la consultation, en fait la grande question porte autour des années obligatoires de l'assainissement. Aujourd'hui on dit que tous les bâtiments, enfin la loi va obliger tout le monde à faire un CECB. Et puis après, tous ceux qui seront F ou G devront assainir en 10 ou 15 ans respectivement. Et puis potentiellement, ces délais vont être allongés de 5 ans. Donc ce sera 15 et 20 ans.
Voilà ce qu'on a comme dernière nouvelle à ce jour. Ok, et puis justement pour rebondir là-dessus, donc on a des délais qui sont plus ou moins courts après pour faire ces travaux. Vous, de la pratique du quotidien, c'est quoi, vous avez l'impression, qui est le plus gros frein pour les personnes qui souhaitent investir pour faire des rénovations énergétiques? Est-ce que c'est plutôt économique, ça veut dire il manque des incitations fiscales ou des subventions pour faire ces travaux, ou alors c'est plutôt administratif avec des contraintes? On a parlé d'opposition tout à l'heure, mais aussi les bâtiments protégés et puis toutes les étapes qu'on doit suivre et par lesquelles on doit passer pour obtenir des autorisations de construire pour faire ces fameux travaux. Je dirais que c'est un tout, Ouais. c'est d'une globalité. Après, c'est sûr qu'on voit que les incitations fiscales qui sont proposées sur Genève sont très intéressantes. On serait très heureux d'avoir ça aussi sur le canton de Vaud. Bien sûr, des subventions supplémentaires viendraient accélérer cette transition énergétique. Elle reste pour l'instant de l'ordre jusqu'à maximum 10% à peu près selon les travaux que vous faites. Donc c'est sûr, tout ça, c'est des incitations qui sont intéressantes. Euh, Après, je dirais que la transition, elle est clairement en marche. Nous, maintenant, ça fait une année qu'on a fondé BN Conseil. C'est impressionnant le nombre de clients qui nous ont mandatés déjà pour mettre en place leur plan d'action stratégique. On avait monté BN Conseil surtout pour les privés, puis on a 50% de notre clientèle qui sont des institutionnels. Donc ça, et on a, ouais, c'est fou, on a commencé Romain et moi, puis aujourd'hui on a une dizaine de personnes après une année. Euh, et on voit vraiment qu'il y a de la demande. Et tout le monde se pose la question de planifier. Et je pense que c'est la bonne action à faire aujourd'hui, c'est de faire son CECB+, et puis c'est de compléter le CECB+, par un rapport stratégique 360 degrés, de savoir, ok, quel est mon patrimoine, comment je vais me positionner, puis comment je vais planifier ça sur un délai, par exemple, de 10 ans, de 15 ans. Qu'est-ce qui m'arrive? Puis c'est intéressant de voir que Ouais. il y a des solutions pour tout. Soit on agit, soit on exécute une de ces stratégies, puis on va devenir nous pilote, puis on va monter l'opération pour rénover ou bien développer l'immeuble. Soit on va pouvoir finalement récupérer l'argent qui est mobilisé dans cet immeuble en le vendant. C'est des choses qu'on fait aussi avec Romain, c'est de mettre en valeur un immeuble et puis de le vendre après à des investisseurs qualifiés qui, eux, vont potentiellement être intéressés à acheter un immeuble qui a besoin de travaux pour eux-mêmes effectuer les travaux par la suite. Et puis la famille qui a récupéré son cash, elle est très intéressée, soit elle va mettre ça dans des actions immobilières, dans un fonds qui va aussi produire un rendement défiscalisé, ou bien elle va mettre cet argent chez un gestionnaire de fortune. Enfin, là, il y a plein d'options qui sont possibles de récupérer cette valeur et d'utiliser autrement. Donc les solutions sont là. Il y a aussi des solutions créatives qui sont mises en place maintenant pour le financement de ces travaux, où là aussi nous on accompagne des clients qui souhaitent vraiment garder l'immeuble et pour qui ça coûte quand même un bras d'aller dans ces rénovations. Et on a des instituts qui ont différents types de financement possibles avec qui on travaille. Et c'est très intéressant de voir on est capable de quand même créer de la valeur malgré le coût que peut avoir certaines rénovations énergétiques sur certains immeubles. Moi, je rajouterais qu'il y a deux choses qui portent pour revenir à la question du frein. Je pense qu'il y a l'opacité et la psychologie. Je pense que faire des travaux, ça peut être, notamment pour les privés, ça peut être un petit peu, ça fait un peu peur. On se dit, on ne sait pas où là là, où est-ce qu'on se lance. Et puis le fait que maintenant la loi n'a pas encore été tranchée, même si de notre côté on est absolument convaincu qu'elle va passer, ben, il y en a un petit peu qui sont en mode wait and see. Mais comme Manu l'a très clairement dit au début de cet entretien, attendre, c'est pas la bonne stratégie. D'autant plus que dans certains cas, avec les subventions qui sont actuellement en place, eh ben, et les avantages fiscaux, qui on espère vont être plus intéressants. Mais en tout cas, quand on a les subventions, elles ne seront pas là pour toujours. Donc, plus on attend, plus quelque part on s'expose à des ennuis. Donc, ça c'est aussi deux aspects à prendre en considération, l'opacité et la crainte. Mais c'est dommage parce que nous, justement, on est là pour aller voir les clients et leur expliquer, n'ayez pas peur. Dans ce cas-là, c'est même bénéfique de faire des travaux. Allez-y. C'est vrai que j'avais participé d'ailleurs à une présentation, parce qu'il me semble que l'EPFL travaille sur un système de valorisation de cette valeur verte sur les immeubles, avec un calcul assez précis pour mettre un chiffre arrêté sur un nombre arrêté sur combien coûte le fait d'avoir un bien immobilier qui n'est pas, qui ne respecte pas les normes énergétiques. Et puis la réflexion c'était, la problématique c'est que attendre,
ça augmente l'exposition à l'évolution et à l'inflation sur les coûts de la construction. Ce qu'on a vu d'ailleurs avec le Covid, qui a répercuté de peut-être x2 ou plus 30%, plus 50% de coûts de la construction. Et puis, on doit prendre c'est aussi cette variable en considération quand on attend. Parce que au final, ça paraît très, très difficile d'imaginer que les coûts de la construction vont diminuer avec le temps. Et donc, évidemment, ça a un impact sur la rentabilité. Exact. Non, c'est clair. Après, juste pour aussi encore plus expliquer cette valeur verte, c'est assez facile. C'est assez facile. Ça reste un concept. Il y a plein de paramètres qu'il peut prendre en compte. Mais le concept de base, je pense que tout le monde peut le comprendre. Vous avez un immeuble. Cet immeuble, il a une certaine note énergétique. Puis maintenant, on vous dit, votre immeuble, vous devez obligatoirement l'amener là. Ben ça, avec n'importe quel architecte, vous pouvez le chiffrer. Vous pouvez dire, ça vaut 1,5 million pour aller à la note D. Bien, là, c'est une des premières approches de la valeur verte. Quand vous faites une transaction, vous dites, mais non de bleu, j'achète aujourd'hui cet immeuble, je sais que demain, pour le mettre en conformité, enfin respectivement, j'ai 10 ans, je dois dépenser 1,5 million. Ben, vous le mettez tout de suite en perspective dans votre rentabilité, tout de suite. Et ça, hier, ça n'existait pas. Absolument. Peut-être, je voulais clôturer cette conversation par un exemple concret que vous m'avez partagé tout à l'heure. On a quelques chiffres ici à l'écran. Peut-être que, je ne sais pas, Romain ou Emmanuel, lequel d'eux voudrait commenter un petit peu ces chiffres pour une opération réelle. Donc, voilà, alors encore une fois, comme je le disais, chaque immeuble est différent et ça, c'est un scénario de travaux. Donc, il est évident que ce n'est pas le Saint Graal. Il y a différentes choses qui doivent être prises en considération, mais là, il se trouve qu'on a pris l'exemple économique optimal pour un immeuble basé à Lausanne dans le canton de Vaud en faisant des travaux pas très compliqués avec une installation photovoltaïque, de l'isolation sur les murs extérieurs, les fenêtres et plafonds de cave et puis une rénovation du chauffage et du mazout pour une pompe à chaleur. Et si on regarde bien, alors on se dit les coûts d'investissement avant subvention sont juste un tout petit peu plus d'1 million. Les subventions qu'on peut obtenir sont généralement entre 8 et 13%. Donc là, on a été relativement conservateur, on a pris 9,5%, donc ça fait déjà 100 000 francs de moins, ça fait une différence. Ensuite, Manu en a parlé, il y a la valeur actuelle de l'économie fiscale qui est très importante, qui est de 120 000 francs. Ça, c'est le cas plutôt sur Vaud. Sur Genève, c'est peut-être beaucoup plus intéressant. Hein. Il y a des avantages fiscaux plus intéressants sur Genève, mais encore une fois, c'est relativement conservateur. C'est quoi ça concrètement sur le canton de Vaud, les 120 000 francs? Ça, c'est juste l'économie fiscale, au fait. Au fait, par rapport à la fiche d'impôt, en fait, on peut déduire ça de ses impôts. En fait, quand on fait une rénovation, on peut avoir des déductions fiscales par rapport à ce qu'on gagne. Donc, en fait, c'est un tout, si vous voyez. Donc, si on regarde les deux, les subventions et l'économie fiscale, eh ben, on arrive déjà à économiser près de 220 000 francs. Donc déjà, on parle d'une économie d'environ 20 à 25% de ce qui était à la base prévu, donc par rapport au coût d'investissement. Donc déjà, ça change la bête, hein, on n'est plus tout ça la même chose. Ensuite, on voit par rapport au loyer qu'on peut augmenter. Donc actuels, ils sont à 208 ans du mètre carré. On pense qu'après, en utilisant la méthode Frashboo, on peut passer à 325, ce qui veut dire que l'état locatif, eh ben, il augmenterait de l'ordre de 45 000 francs. Là, je fais juste un petit aparté pour si tu m'autorises, mais c'est. Bien sûr, c'est l'idée. Ici, on a la méthode Frashboo effectivement pour adapter les loyers. Mais qu'en est-il des immeubles qui sont soumis L3PL, LDTR, Genève, sur Vaud? On voit que c'est peut-être compliqué. C'est une excellente question. En effet, ce qu'on fait là, c'est un modèle statique. C'est-à-dire qu'on va calculer le rendement à perpétuité. Il y aurait très certainement là un blocage des loyers peut-être sur 3 ans. Donc, il y aurait peut-être ce qu'on a fait, c'est légèrement optimiste comme scénario, mais néanmoins, les chiffres sur 10 ans sont tout bons. Donc, il n'y a pas de souci. Mais en effet, bonne remarque. En effet, dans le cas de Vaud, on serait soumis à L3PL. Et si l'immeuble se situe à Genève, on serait soumis à LDTR. C'est clair que, je peux juste me permettre, là c'est une simplification pour expliquer aujourd'hui. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, on va laisser le copyright, on laisse noter en dessous. Ça, c'est inspiré. C'est assez marrant parce que finalement, tu as commencé ton article aujourd'hui en disant selon vous, c'est une partenaire, c'est pas rentable. Et puis en fait, nous, on a été chercher un document de l'Immo Monitoring 2024
2024, le premier trimestre cette année, où on a différents cas d'exemples. Il n'y a pas cet exemple-là exactement, on l'a un petit peu remodifié pour le case d'aujourd'hui, mais en fait, c'est complètement rentable. Et puis ça, c'est pour l'immeuble de rendement, tandis que l'étude qu'on a commentée au début, elle prend tous les biens dans le même panier. Donc voilà, encore une fois, pour souligner ces propos. Si tu voulais prendre la L3PL en compte, il faudrait que tu fasses une DCF. À ce moment-là, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais l'idée, c'est quoi? C'est juste de faire passer un message aujourd'hui. Les chiffres, en fait, c'est pas ça qui vraiment compte. Je veux juste essayer de faire comprendre à tes auditeurs, à ceux qui nous écoutent, qu'au fait, ça joue. C'est tout. Il y a quelques petites choses, en effet, au niveau de la L3PL, mais on parle toujours de la L3PL. La L3PL, bon, c'est un blocage pendant un certain temps et c'est pas à perpète la L3PL. C'est très important à prendre en considération. Donc, juste, je crois que ça répond à ta question ou pas, Edouard? Absolument. C'est comme l'atteinte du loyer va être certainement graduelle. Elle ne sera pas d'un coup avant, après. Il y aura des paliers jusqu'à atteindre mais à du loyer terme, marché. tu arriverais à 330 000. C'est ce qu'on veut dire. Et en augmentant de 45 000, ta variation de la valeur d'immeuble à 4%, elle est d'1,1 million. Donc déjà, tu as investi 840 000, mais tu as 1,1. Donc tu as un rendement un retour sur investissement de 31%. Donc au fait, ton immeuble a plus augmenté et nettement que l'argent que tu as déboursé pour faire les travaux. Ça, c'est une chose. Après, il y a le coût de ce que je disais de l'opération, le rendement sur travaux. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu as vu que tu as un delta entre 330 et 285 de 45 000 et que l'investissement net est de 840 000, tu as un rendement sur travaux de 5%. 5%, c'est de l'argent qui fonctionne très bien. C'est de l'argent qui tourne. Des rendements à 5%, il n'y en a pas beaucoup. Garantie aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt difficile. On l'a vu, toute cette période de taux négatifs aussi, placer son argent aujourd'hui, ça rapporte pas tant que ça. Donc pour un propriétaire qui a un actif comme bien de rendement, tout est relatif et tout dépend de quel calcul tu fais. C'est pour ça qu'en tout début de call, je t'ai dit, tout dépend comment tu calcules la rentabilité. C'est quoi la rentabilité pour toi? Et pour chacun, elle ne sera pas la même. D'une part, non seulement les travaux sont financés, mais en plus, ils ajoutent de la valeur au niveau de l'investissement. Et en plus, les fonds investis pour l'opération financière sur les travaux est rentable à 5,3%. Donc déjà, le propriétaire est content. Parce qu'au fait, il a non seulement capitalisé, mais aussi il a rentabilisé. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a au niveau des émissions et de l'énergie, il y a des économies, ce qui veut dire que quelque part, les locataires, ils vont être contents parce qu'ils vont avoir des charges moins élevées. Donc le locataire va être content dans la mesure où ce qu'il va payer en facture de chauffage va diminuer. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis finalement, ça, c'est un C qui se transforme en D. On tombe du bon côté de la loi. Donc tout le monde est heureux, tout le monde est content. On a fait une transition, ça a marché. Il va de soi que ça, c'est un scénario parmi d'autres. On aurait pu faire beaucoup plus de travaux, beaucoup moins de travaux. Tout dépend des objectifs qu'on veut se fixer pour être en compliant avec la nouvelle loi et idéalement ne pas perdre d'argent, voire en gagner dans certains cas. Je dirais aussi dépendant des prix des loyers par rapport au marché. Il est important de ne pas dépasser le prix du marché avec l'impact des travaux, donc de voir justement où se situe l'immeuble, dans quelle zone, quel est le taux de vacances dans cette région, est-ce qu'on est en périphérie, est-ce qu'on est dans le Gros de Vaud. Voilà, ça c'est des aspects qui vont changer la perspective d'un état locatif consolidé. Il y a aussi la stratégie du propriétaire. Il y a des propriétaires qui ne souhaitent pas avoir des loyers agressifs, il y a des propriétaires qui souhaitent avoir des loyers très poussés. Tout ça va changer complètement le tableau ici. Comme je disais aussi, par rapport, il y a certains propriétaires on leur propose de faire un D pour être du bon côté de la loi et qui disent non, mais nous on veut au minimum un B. Donc ils sont prêts à investir plus. Chaque individu, chaque personne est différente et tout est au cas par cas. Donc toutes ces études qui sont généralisées, je pense qu'elles sont utiles dans la mesure où elles suscitent des questions supplémentaires. C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de se poser des questions. Mais la vérité, c'est que l'immobilier, c'est au cas par cas. C'est situation ESG, comme on l'a déjà dit. Et puis, il y a les aspects techniques, il y a les aspects légaux, et puis il y a les aspects économiques. Puis après, on est dans un canton où on a des bonus énergétiques, des bonus en termes de constructabilité. Donc, par exemple, si on fait un bâtiment Minergie exemplaire, on peut gagner jusqu'à 5% de surface à bâtir.
Alors sur une petite parcelle, ça change peut-être pas grand-chose, mais sur un immeuble de 80 logements, plus 5%, ben, tout d'un coup, ça peut représenter quelques appartements, ça peut représenter quelques mètres carrés de plus qui deviennent tout d'un coup, qui rendent un attique réalisable ou bien un aménagement de comble autorisable, etc. Et donc tout d'un coup, on peut se dire, ben, tiens, combien ça me coûterait de plus d'avoir un immeuble qui émet énergie. En plus, tout d'un coup, je suis exemplaire énergétiquement, j'ai des charges très basses, mes locataires vont être contents, je vais augmenter mes loyers, et puis finalement, je vais gagner des logements en plus. Et ça encore, c'est une autre stratégie qui doit être étudiée complètement. Pour le locataire, je pense là, ouais, je voulais juste dire, ce qui est important pour le locataire, c'est le loyer brut final qui sort, c'est combien d'argent sort de sa poche à la fin du mois. Et là aussi, il y a une marge de manœuvre parce qu'aujourd'hui, le locataire, il paye son loyer brut, charges comprises, ça vaut un certain prix. Et puis demain, en fait, on a impacté le loyer, mais on a impacté le loyer net. Et puis finalement, on augmente ce loyer net, mais on réduit ses charges. Et puis peut-être qu'on va un peu dépasser son loyer brut d'avant, ou peut-être pas, peut-être on arrive à rester dedans. Et ça dépend de la simulation. Et c'est très intéressant pour le locataire aussi à ce stade. Est-ce que pour cet exemple... Oui, Nico. En fait, c'est vraiment pas le message que j'aimerais passer, c'est que ce qu'on voit là, c'est pas le Saint Graal. C'est pas genre tous les immeubles sont comme ça. Surtout pas. Il y aura des cas qui seront meilleurs que celui-ci et il y a des cas qui seront moins bons que celui-ci. Donc, mais ce que ça montre, c'est que dans certains cas, ça vaut clairement le coup de rénover. Bien sûr. Est-ce qu'on sait, juste pour donner une idée, ce que c'est ces travaux de 1 60 000, parce que ça, on fait des répercussions, ou là c'est vraiment juste un chiffre comme ça, ou là dans l'exemple c'était une isolation. Alors c'était rénovation de chauffage et mazout, installation photovoltaïque et puis des isolations ainsi qu'un petit peu d'étanchéité. Ouais. Parfait. Magnifique. Bon, bah, merci infiniment. Ce qu'il faut retenir en tout cas de cet épisode, j'ai l'impression, messieurs, c'est que la rénovation énergétique n'est pas complètement inutile, contrairement à ce qu'on pourrait lire ou entendre. Là, on a traité surtout les immeubles de rendement. C'est peut-être une autre analyse pour la maison individuelle et l'appartement en PPE. Oui. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment pour le partage. Moi, je pense qu'il y a un truc à retenir de notre call, c'est que les rénovations énergétiques, elles garantissent le maintien de la valeur à l'avenir. Voilà. Et c'est pas forcément rentable, mais en tout cas, c'est surtout une opération neutre qui vise à protéger votre patrimoine. Si déjà elle est neutre, c'est bien. Mais si on peut, dans certains cas, gagner de l'argent dessus en plus. Merci à toi, Edouard. Merci infiniment, messieurs. Ciao.